honorables députés, mesdames, messieurs les cadres du parti, je voudrais que tout le monde qui respire en cette fin d'année puisse glorifier et applaudir le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Maman, la secrétaire générale vous a déjà souhaité, au nom du parti, le président Aïe également vous a déjà souhaité nos meilleurs voeux. Je ne fais que les leur réciproquer et l'adresser encore une fois, même si on l'avait déjà fait solennellement, au chef de l'État, le président de la République, à tous les membres du gouvernement, à tous les membres du Parlement qui sont ici. Nous avons la présence de l'honorable Ngouabidje, élu d'Ijoui. Je voudrais qu'il vous salue quand nous sommes tous ici. Nous avons également la présence de l'honorable Matabaro, élu de Walongo. Il peut également vous saluer. Et nous avons la présence de beaucoup d'autres invités qui viennent des congrégations catholiques, protestantes, église de réveil, église méthodiste, anglicane, indépendante. S'ils sont ici tous, qu'ils puissent vous saluer au nom de Jésus. Aussi, nous avons oublié notre auteur de marque qu'il fasse sa main comme ça parce que nous ne voudrions pas quitter ici divisés. Nous voudrions quitter ici tous unis. Et que Dieu vous bénisse pour tous. Le sujet d'aujourd'hui a un caractère purement scientifique. Caractère scientifique parce que je vois que les chaînes de radio, la société a un débat autour des réformes constitutionnel. Notre parti, votre parti a la chance d'être animé ou d'être encadré ou d'être guidé par des personnes qui ont organisé les référendums pour que nous ayons la constitution actuelle. Il s'agit de Norbert Bassenges Katitima qui est devant vous. Il s'agit également de Maman Sissi Asuka qui était là pour la première à ce moment-là. Et nous n'avons pas voulu, comme les anciens percusseurs de la CEI, pas de la CENI, qu'on parle de notre enfance à nous. Nous avons voulu donner aujourd'hui l'information et nous allons donc vous dire ce que nous pensons maintenant nous en parti politique pour préparer les élections de 2028. Et c'est ainsi qu'elle vous a montré ces documents, puis d'une expérience de 19 ans maintenant, ou de 20 ans maintenant, si on part de 2004 à maintenant. Applaudissez ce document parce que vous l'aurez vu. Ça sera long, mais technique. Et nous, on ne voudrait pas que le mathématicien se transforme en astronaute. On ne voudrait pas non plus que les historiens se transforment en géomètres. Il faudrait laisser cette matière électorale aux érudits et le politique va suivre parce que les lois sont faites pour diriger les pays dans le bon sens. Et nous tous,
nous allons partir d'un point à partir d'aujourd'hui. Mettons-nous d'accord pour tirer le pays vers le haut. Amen. Amen. Tirons alors le pays vers le haut. Applaudissons ça. Honorables sénateurs, honorables députés, ici présents, les micros ne donnent pas, on les réclame. La c'est mon sous-soir. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, tout protocole autorisé depuis 2006. Après le dialogue intercongolais tenu à San City en Afrique du Sud, la RDC a renoué avec l'organisation des élections libres, pluralistes et démocratiques et a opté comme unique mode d'accession au pouvoir les élections donc démocratiques. Le 24 janvier 2019, à l'issue des élections du troisième cycle, une première alternance politique pacifique est intervenue au sommet de l'État. Ce jour-là, l'ancien président Joseph Kabila passait les flambeaux à son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet événement est rare dans l'histoire du continent africain et inédit dans celle de l'Afrique centrale. Il témoigne de la volonté des Congolais à renforcer leur démocratie les jours en apprenant les forces et faiblesses de chaque cycle électoral. Dans 4 ans, le pays sera à nouveau convoqué aux élections générales pour se choisir ses dirigeants. Considérant les différentes contraintes logistiques, politiques, sécuritaires et juridiques auxquelles le pouvoir organisateur des élections est confronté, il est important de réfléchir sur les améliorations dont a besoin notre système de gouvernance en général et électoral en particulier. C'est pour cette raison que nous vous fournissons aujourd'hui ces éléments de réflexion sur les élections de 2028 en République démocratique du Congo en disant l'avenir se prépare aujourd'hui. Cette réflexion passe par des réformes courageuses, tant au niveau de la Constitution que des différentes lois qui en découlent, même celles en rapport avec l'organisation des élections dans notre pays. Réélu lors des élections combinées du 20 décembre 2023, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entend engager le pays dans cette réflexion. C'est ainsi, par exemple, que son gouvernement s'est engagé devant l'Assemblée nationale le 12 juin 2024 à lancer une réflexion autour de la rationalisation des structures organiques de la République démocratique du Congo. Le 23 octobre 2024, lors de son meeting tenu à Kisangani, le président de la République a réitéré l'intention de vouloir engager le pays dans la révision ou le changement de la Constitution à travers une commission qu'il compte mettre en place l'année prochaine. Ce chef de l'État
a été réitéré à Lubumbashi, à Kipushi, lors de son dernier passage dans les Hauts-Katanga le vendredi 15 novembre 2024 et dimanche 17 novembre 2024, sans parler d'avant-hier au niveau de Kananga et d'il y a 2 semaines au niveau du Congrès, réunion des 2 chambres du Parlement. Une telle initiative appelle une démarche inclusive afin d'associer les uns et les autres, apporter leurs contributions susceptibles d'améliorer la gouvernance politique du pays au cours des prochaines années. C'est ce que l'ANC fait cet avant-midi. Comme cette démarche est susceptible d'entraîner la révision de la Constitution ou son changement, et que c'est une question qui polarise dans la société congolaise et surtout la classe politique dans son ensemble, et qu'elle pourra occasionner une certaine méfiance et résistance dans l'opinion. Il est impérieux donc de concilier les craintes de ceux qui sont hostiles à la démarche et les aspirations de ceux qui y sont favorables. Pour ma part, j'ai saisi cette occasion pour partager quelques éléments de réflexion qui peuvent aider notre pays à améliorer son système électoral. Je suis fermement convaincu que c'est dans de tels moments que les expériences et expertises de chaque Congolais et Congolaise doivent être mises à contribution pour que les initiatives de réflexion envisagées soient un véritable succès dans l'intérêt du pays, qui se résume d'abord en l'unité, véritable socle de la paix et du développement de la République démocratique du Congo. Pour avoir passé une bonne partie de ma vie à aider notre pays à organiser des scrutins référendaires électoraux en 2006 et en 2018, qui d'ailleurs ont été décisifs et déterminants pour son avenir, je me permets de relancer au sein de la classe politique les débats sur les réformes électorales. Ma démarche se base sur ce qui s'est érigé en pratique à la fin de chaque processus électoral à RDC. En effet, au sein de la classe politique congolaise, il s'observe une constance consistant à vouloir revoir tout le système électoral à la fin de chaque cycle électoral. Cette pratique de réforme du système électoral s'étend également sur les cadres normatifs de restructuration et de fonctionnement de la CENI, institution organisatrice des élections en République démocratique du Congo. Certains politiques radicaux conditionnent même la désignation des animateurs de cette institution d'appel à la démocratie à cette réforme préalable. Et pourtant, ni la Constitution ni la loi n'imposent la réforme du cadre normatif comme préalable à la mise en place des animateurs de l'organe de gestion des élections. Par ailleurs, certaines des réformes n'ont jamais atteint les objectifs pour lesquels elles ont été introduites, à savoir avoir les élections crédibles, transparentes, apaisées et acceptées par tous. La classe politique devra se regarder en face pour trouver les raisons et faire le sacrifice d'accepter les réponses pertinentes proposées dans ces documents. Des problèmes doivent être effectivement résolus par de bons textes, mais aussi par des hommes conscients pour les appliquer. Cette modeste réflexion sévère républicaine, bien que hautement politique,
Cette question appelle le dépassement de soi et de ne voir que le seul intérêt de la nation et surtout sans passion aucune. Il n'y a aucun homme qui fait des réformes ou des élections avec passion. Vous devez être calme, engagé, courageux pour comprendre ce qu'on doit dire. Et si nous voulons, indépendamment des sensibilités politiques, présenter les faits et évidences que soulèvent les différents débats autour des réformes électorales à envisager à l'RDC. Vous êtes très concentré sur la Constitution seulement. Moi, je suis très concentré aux réformes électorales qui touchent à la loi sur les partis politiques, qui touchent à la loi sur l'identification, qui touchent à la loi électorale, qui touchent à la Constitution elle-même, qui touchent même à la loi référendaire. Voilà un peu ce qui est différent du sentiment qui vous a amené ici, quand vous avez affaire donc à quelqu'un qui a souffert par ces textes-là. Et moi, j'ai voulu vous les donner, j'ai voulu vous les léguer, parce qu'aussi, un leader sans successeur meurt sans succès. Je voudrais, camarades de l'ANC, honorables députés, chers visiteurs, dire que cette réflexion touche au point ci-après les fichiers électoraux, la composition, la recomposition de la CENI, la question du genre, la nationalité, les modes de scrutin pour la présidentielle. C'est ce qui vous intéresse seulement vous. Les législatives, les sénatoriales et les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. L'encadrement des recrutements politiques et les contentieux électoraux. Donc c'est une réflexion très vaste, expérience de 20 ans. Avant de développer ces aspects de notre système électoral, nous prenons les soins de fixer quelques préalables nécessaires à la sérénité de ces débats pour les réformes électorales. Quelques préalables. Les réformes pour le prochain cycle électoral doivent être courageuses et profondes pour constituer une réponse appropriée à la question de légitimation de l'acceptation des résultats. Vous avez vu au Ghana, c'est lui qui était candidat, sans avoir même eu les résultats de la CENI, il a accepté et félicité l'autre. Je voudrais que les Ghana soient applaudis pour ça. Mais chez nous, sans avoir même les PV des résultats, on commence à parler des tricheurs. C'est pourquoi nous faisons ces documents pour vous demander d'être serein. Je voudrais donc dire que ces réformes doivent donner l'assurance des parties prenantes dans l'organisation des élections, surtout dans la stabilité des institutions à la République démocratique du Congo. Pour cela, il faudra que les options claires soient levées sur la possibilité de réviser ou de changer la Constitution, sur le modèle de l'organe de gestion des élections et sur la manière de créer du consensus autour des points identifiés pour ces réformes. Et avant d'aborder ce chapitre, je voudrais vous poser une question vous-même ici. Est-ce que quelqu'un vous a déjà donné une option claire? Parce que c'est le débat. On veut changer ou on veut réviser? Tout le monde, quand il va vous raconter, quelque chose sort de votre bouche. Même le président qui a pris l'initiative, il a parlé de la commission. À Lubumbashi, il a même dit qui vous a dit ça. Nous étions au Congrès, ce débat
il va mettre une commission. Et l'ANC s'est déjà prononcé pour ça. Nous entrerons dans cette commission. Et ça, nous entrerons dans cette commission comme Alliance des nationalités pour un Congo émergent. Mais, ancien enseignant, j'appelle Tchangou à venir ici. J'appelle l'interfédéral également de la FUNA avancé. Il est ici. C'est où? J'appelle l'interfédéral de Moamba. C'est où? Et le Congo, Moamba n'est pas là. Le Congo non plus. Moamba est là. Alors, je demande à Tchangou de lire l'article 218 de la Constitution. Moi, je suis un enseignant. Vous voyez que les gens, pour la guerre, là où n'en font pas, et même, article 218, à haute voix. Vas-y, avec les miens, tu n'es pas malade. Article 218, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. À l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en conseil de ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité des 3/5 de membres les composants. FUNA 219. Article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Article 220, Lukunga. Article 220. La réforme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Article 5, Moamba. Micro.
Article 5. La souveraineté nationale, la souveraineté... Fréquence. Fréquence. Non, bon, ok. La souveraineté nationale appartient... La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Oui. Applaudissez aux 4 Je voudrais que les 4 êtres fédéraux soient applaudis. Et qu'ils se mettent chacun à sa place. Les premiers cadeaux de 2025 que nous voulons rentrer avec ces 4 constitutions dans votre fédération. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut réviser la constitution ou non? Est-ce que vous avez bien lu l'article 218? Qu'est-ce que cet article dit? La Constitution, est-ce que cet article parle de la révision de la Constitution ou non? Oui. Dans 4 conditions. Ça, c'est intouchable. Mais l'article 5, et c'est pourquoi j'ai demandé à maman de se mettre debout. L'article 5 prévoit la souveraineté du peuple. Quand le peuple est souverain, qui est au-delà du peuple? Quand le peuple dit « je change », même si ce n'est pas la volonté d'un président, si c'est demandé par l'une des 4 factions-là, soit le président, soit le parlement, soit les 100 000 personnes, soit le gouvernement, la constitution peut changer. Et moi, et elle, en 2007, en 2006, nous organisons les élections ici. Il y a un deuxième tour. L'article 71 ou 72 prévoyait qu'il y ait 2 tours. Or, pour faire ce deuxième tour-là, il a fallu 45 jours seulement de préparation. Est-ce que dans 45 jours, la CENI était à mesure de former encore les gens, d'avoir les bulletins, de déployer les matériels, d'avoir des avions et organiser les élections? C'était impossible. Et c'est comme ça que nous avons fait recours à la Cour suprême de l'époque. Il n'y avait pas de cour constitutionnelle. Et on a changé cet article en 2011. Parce que c'était un article qui n'avait pas donc pris en compte la situation logistique de notre pays, la situation financière de notre pays. Et on l'a changé en 2011. Ça n'a pas demandé de référendum, ça demandait directement que le Parlement se prononce. On est passé de 2 tours à 1 tour. Et Kabila a été élu à 1 tour en 2011. Tshisekedi a été élu à 1 tour en 2018. En 2023, il a été élu également à un seul tour. Applaudissez ça parce que vous avez élu pour Tshisekedi. Donc j'ai voulu vous montrer qu'en vous cachant la vérité, les gens vous exploitent. Et les pays peuvent entrer en feu et en sang parce que nous les politiques, souvent, nous voulons rendre les gens des ignorants. L'ANC a l'avantage d'être un parti dirigé par les gens qui ont dirigé la CENI.
Et vous avez vu, nous avons fait la campagne dans 7 mois seulement et nous avons eu 6 députés nationaux, 4 députés, 5 députés provinciaux, 6 municipaux et nous sommes dans les 26 provinces. Je crois que c'est parce que nous avons cette expertise, parce que ce que nous voulons vous dire ici, il y a des vieux partis créés dans les années 60 qui n'ont pas eu cette expertise-là. Et nous avons voulu que vous soyez tranquille et qu'à partir de vous, vous alliez enseigner les autres partis. Vous alliez leur dire, est-ce que vous avez lu l'article 218? Ah, non, il y a aussi l'article 220. Ok. Est-ce que vous avez lu l'article 5? Parce que le peuple est souverain. Et c'est à cause de cette souveraineté du peuple, je vous le donne, qu'on prend la loi référendaire. Changou, tu donneras aux autres. Il y a une loi. Vous parlez du référendum, on ne va pas au référendum sans une loi. Prenez ça. Vous allez le multiplier. C'est la loi qui a fait que cette constitution, c'est cette loi qui a précédé cette constitution. Donc je suis venu ici comme technicien, pas comme politicien. C'est pour que les pays soient sauvés. Je crois qu'il me fait comprendre. Alors, si vous avez vos intérêts à vous, vous voulez être candidat, vous transformez, comme nous on disait que la machine a voté, on a déjà mis les noms. Et après aujourd'hui on vote avec la même machine à voter. Ne suivez pas les transformateurs et les vendeurs d'illusions. Aujourd'hui, nous allons réclamer plutôt la responsabilité scientifique de cette machine-là. Cette loi-là, vous allez également la lire. Si vous avez bien compris ça, plutôt, si vous avez bien compris ça, je crois nous applaudissons les 4 et nous disons le peuple congolais est souverain. Dites ça, le peuple congolais est souverain. 1, 2, 3. Le peuple congolais est souverain. Nous avons déjà dit bienvenue à tout le monde. Il y a le directeur de cabinet adjoint de Madame la Première ministre, Maman Judith Souminoa, est donc parmi nous à travers son directeur de cabinet adjoint, le professeur Edith Tamboué. Je crois que c'est l'un des doyens de cette primature. Alors, comme vous avez déjà compris, je peux continuer ma lecture parce qu'au moins vous avez les principes généraux. Tout est constitutionnel et la Constitution elle-même prévoit sa révision. Certaines propositions de réformes existantes ou envisagées ne sauraient être adoptées sans toucher à la Constitution. Il y a 8 ans, les parties prenantes au dialogue du centre interdiocésain ont convenu, dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, à n'entreprendre ni soutenir aucune initiative de révision et de changement de la Constitution. Il faut souligner que cette position est en contradiction avec les articles 5 que vous venez de lire et 218 de la Constitution. Ainsi, nous pensons que cet accord ne peut plus continuer à être évoqué aujourd'hui parce qu'il viole les 2 articles de la Constitution, article 5 et 218. L'article 5 consacre la souveraineté du peuple en ces termes. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie référendaire ou des élections et indirectement par ses représentants. Certains de ces représentants sont dans cette salle. En ce qui nous concerne, nous pensons que le consensus de l'accord de la Saint-Sylvestre a eu le mérite d'avoir permis,
jusque-là une stabilité politique. Pour cette stabilité politique, de 2018 à maintenant, applaudissez ce consensus de la Saint-Sylvestre. Mais il ne saurait continuer de lier toute la classe politique dans des contextes qui sont aujourd'hui différents. Ceux qui étaient à l'opposition lors de la signature de cet accord sont au pouvoir aujourd'hui et vice-versa. Les défis et les enjeux ont également évolué depuis lors. Cependant, Charles de Montesquieu, le célèbre penseur politique et juriste français bien connu, disait, je cite, « Touchez sur les lois avec les mains tremblantes, ne les faites pas en désordre. » Ainsi, toute la Constitution étant une œuvre humaine, elle ne peut qu'être évaluée ou modifiée en fonction des imperfections décelées. Les solutions devraient être envisagées de manière consensuelle pour engager tout le monde. Et c'est pour cette raison que le président parle de cette commission. La transition au niveau de la CENI, c'est le premier point. Quand le mandat des émetteurs actuels de la CENI va se terminer jusqu'en 2027, il ne restera qu'une année pour arriver en 2018. Et il sera difficile pour la commission qui va entrer directement d'organiser les élections en une année. À ce moment-là, trois options se présentent. La première option, c'est faire ce qu'on avait fait en 2013 avec Ngoï Mulunda, en interrompant son mandat après avoir présenté les rapports. La deuxième option, c'est de le laisser terminer les 6 ans. Légalement, c'est bon, mais ça va directement jouer sur la suite. C'est pourquoi on parle souvent de glissement, parce que les gens n'ont pas eu le temps de se préparer. La troisième option, c'est de les laisser, on leur ajoute une année, on dira que c'est illégal. Parce que dans la loi, l'article 13 prévoit qu'il y ait seulement 6 ans. Nous proposons donc, pour résoudre cette question, que l'article 13 de la loi organique de la CENI soit amendé et que l'on dise que la fin du mandat se termine à la présentation du rapport à l'Assemblée nationale au lieu de 6 ans. Supposons qu'on laissait encore les 6 ans à l'équipe actuelle et qu'elle termine en 2027. En une année, qu'est-ce que l'équipe qui va les remplacer va résoudre en termes de préparatifs? Ça sera un problème. Si Corneille a quitté en 2021, Malumalo est entré aussi en 2013, mais Ngoï Mulunda est entré aussi en 2010. Chaque mandat au CENI est grignoté par les précédents. Et ça, c'est une entorse. Nous pouvons aujourd'hui parler beaucoup de l'équipe du président Kadima, mais le fait d'avoir relevé ces défis, je ne parle pas des restes, parce que chaque élection a ses points forts et ses points faibles, mais le fait d'avoir organisé les élections dans 2 ans, c'est quelque chose de très important et devrait être applaudi pour ce travail de 2 ans-là. Le reste ne nous concerne pas. La deuxième, après cette transition, donc en résumé, il faut qu'on présente les rapports et que les gens partent pour qu'il y ait les temps de préparation. La nécessité de chercher des consensus politiques et sociaux. C'était les CENSA. Les CENSA qui étaient là, aujourd'hui, n'a pas les 28 membres. Parce que c'était prévu 28 membres. Il a moins de 10 membres.
il n'a pas donc le quorum de réunion. Pas tous ceux qui étaient membres du CENSA sont devenus soit des députés, soit des sénateurs, soit des membres du gouvernement. Ça, c'est une institution déjà à réformer et je crois que c'est cette commission qui doit s'en charger. D'autres matières devraient attendre qu'on réunisse les conditions que nous pouvons clairement lever pour certaines options. Ces matières concernent la recomposition de la CENI, ça concerne les genres, ça concerne la nationalité, ça concerne également le fichier électoral, etc., etc. Quant à la composition de la CENI, sous d'autres cieux, l'organe de gestion des élections est composé de membres issus des institutions de la République. Quand vous allez au Nigeria, quand vous allez également quand vous allez en Côte d'Ivoire, c'est comme on fait pour les cours et tribunaux chez nous. Les gens viennent de quatre institutions, institutions Parlement, institutions cours et tribunaux, le gouvernement et la présidence de la République, ils forment leur OG, ou organe de gestion des élections. Je ne dis pas que c'est ça le modèle congolais, mais je vous montre ce qui se fait ailleurs. Un modèle. Un deuxième modèle pour composer la CENI, c'est le modèle de ceux-là qui ne voudraient pas qu'il y ait alors des politiciens dans la CENI. Et ce modèle-là, c'est les pays de la SADC. Ils tiennent compte du professionnalisme, ils tiennent compte des experts. Et c'est pour ça que nous qui avons souffert pour créer cette CENI, on est en train aujourd'hui d'aller vers la retraite de nos agents, ce qui est normal parce qu'ils ont vieilli. Mais pourquoi on doit amener toujours des politiciens? Et cette idée ne vient pas de moi aujourd'hui. Si vous voyez ma lettre de démission du 13 septembre 2019 de la CENI, j'ai demandé à ce qu'on puisse faire une CENI des experts et non une CENI des politiciens. À ce moment-là, la CENI doit être alors apolitique, neutre, et elle ferait beaucoup de choses. La troisième des choses, les gens peuvent parler des inconvénients, mais il y a d'autres pays comme le Sénégal où l'administration fonctionne bien, mais c'est le ministère de l'Intérieur. La France, même chose. Il n'y a pas de CI aux États-Unis, il n'y a pas de CENI au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais notre problème, l'administration est politisée. Et l'administration est politique. Et quand on fait ce débat sur les trois formes-là, est-ce que les gens veulent une CENI déjà qui vient de trois institutions? Ça fonctionne ailleurs, mais le président est supposé être neutre parce qu'on prend souvent les juges pour présider à cette institution-là. Et à ce moment-là, ça fonctionne dans ces pays-là. Et c'est psychologique qu'on dira ceci ou cela, mais au niveau des critiques, on dit nous voulons ça, parce qu'aussi la société civile n'est pas apolitique dans certains pays. Dans certains pays, la société civile devient alors soit pour la mouvance présidentielle, soit pour l'opposition. Et ça devient à ce moment-là dangereux. Et à ce moment-là, tout le monde prend le système qu'il veut. Moi, mon choix, je vous l'ai dit, c'est autour d'une CENI des experts. Et moi, s'il faut aller loin, notre commission électorale indépendante a des experts internationaux. Je prends Douni Ramazani, il est de Fiji. Il est expert à l'Union européenne. Je prends Flavien Misson, il est à Madagascar. Je prends également Ronsard. Il est à l'OIF. Il est de l'OIF, même s'il était à la primature pour les élections. Vous vous rappelez les bruits qu'on a fait sur Ronsard?
ils sont nombreux, nos enfants qui sont ailleurs, et vous devriez plutôt les encourager par les applaudissements. La SADC n'a jamais eu de commission électorale aux mêmes confessions religieuses, UDPS, ANC, PPRD, je ne sais quoi, AFDC, ULC. Non, non. On prend ces experts et l'Assemblée plénière vient se réunir comme si on était dans un conseil d'administration d'une entreprise. Une fois les 3 mois, une fois les 6 mois, et ils partent. Voilà un peu comment on peut créer la neutralité. Massima Limba, Yakoma vient de réussir très bien parce qu'on avait déjà intimidé tous les politiciens. Et la CENI elle-même s'est mise au travail et vous avez compris que tout s'est bien passé en 2 jours. Applaudissez, les élections là de massives. J'ai voulu dire que dans cette organisation, il y a également de nombreux chancelats. Les premiers OG ou organismes d'organisation des élections CENI, c'était 21 membres. Malou Malou, les professeurs Pandori, les professeurs qui étaient recteurs de l'IPC, Bolia, moi-même, celui-ci était de la plénière, les Crispin, Kankondé. Nous sommes au début de cette commission, nous étions à 21 membres. Ceux qui nous ont succédé sont devenus 7. On a rasé la plénière. Nous-mêmes, nous rentrons à 13. Aujourd'hui, ils sont à 15. Tantôt on chasse la société civile, tantôt on la met. Voilà un peu ce que ça fait comme perturbation des histoires de la CENI au Congo. Je vous laisse ce devoir à vous. Est-ce que vous voulez la même CENI dirigée par les confessions religieuses, les partis politiques, de l'opposition comme de la majorité et la société civile? Mais un fait regrettable, tous les 4 présidents, Malou Malou, confession religieuse, pasteur, abbé, Ngoy Mulunda, abbé, pasteur, Malou Malou Révier, pasteur, Corneille, église des réveils, l'autre Kimbangis, Kadim, tous sont contestés. Qui réussira là où les saints ont échoué? Alors, c'est ça la complexité des politiques congolais. Vous-même, vous mettez au monde des enfants et vous les mangez. Qui réussira ou les saints? C'est parce que vos partis politiques, souvent, n'ont pas l'état de faire de telles analyses. Et quand quelqu'un vient seulement, comme moi, si je venais, je commence à vous prêcher Apocalypse, alors que je n'ai jamais fait la théologie, là, je ferai quelque chose de grave, parce que je peux blasphémer même. Je suis un laïc. Je ne dois pas faire quelque chose qui doit offenser mon évêque, mon pasteur. Il existe aussi une lexicologie. Vous avez Ferdinand Kapanga, qui est toujours l'enseignant à l'université de Kinshasa.